I want to be there and baby dance the night away. I let my hair down. Merci pour le CV, effectivement, Frédéric. Bon, maintenant qu'on a parlé de moi, le plus important aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse, c'est de parler avec vous, en l'occurrence, d'un sujet qui est extrêmement d'actualité, comme disait Frédéric. Donc moi, moi, j'en ai entendu parler et encore, quand j'ai entendu parler, on n'en parlait pas du tout comme on en parle aujourd'hui. Donc ce 24 mai 2012, moi, le burn-out s'est traduit par une tentative de suicide, arrivé au terme donc, du processus. Et effectivement, à l'époque, on n'en parlait pas de manière aussi... Je dis souvent aujourd'hui qu'on en parle beaucoup, c'est vrai, mais qu'on en parle mal. Il y a beaucoup de confusion, donc je suis ravie que Frédéric nous propose ce moment ensemble, parce que moi, l'objectif, voilà, c'est d'apporter un éclairage et qu'à la fin de la webconférence, vidéoconférence que vous voulez, vous ayez un éclairage plus précis et surtout que ça puisse vous apporter de la valeur pour vous-même ou pour les autres. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que pour moi, une vidéoconférence comme ça, c'est le but du jeu, c'est de faire de la prévention. Donc voilà, donc moi, aujourd'hui, donc, le but, c'est de vous montrer donc, toute l'expérience, expertise que j'ai acquis jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vrai que en 2012, donc j'ai écrit mon premier livre, d'ailleurs, c'était mon témoignage, j'ai écrit en 6 jours. 2 ans après, j'ai écrit Burnout et après, qui est un ensemble de témoignages, d'ailleurs, de personnes qui sont complètement différentes, des personnes qui ont des secteurs différents, des personnes qui ont des âges différents, pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, le sujet concerne tout le monde. Là où parfois on aurait pu nous opposer, oui, alors quels sont les types de secteurs plus touchés. Alors, on avait tendance à dire que c'était les métiers qui étaient vraiment engagés émotionnellement parlant, comme les professionnels de santé, les banquiers, etc. Mais aujourd'hui, voilà, tout le monde est concerné, même les jeunes. On parle aujourd'hui du burn-out des étudiants. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'avec la crise aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous partager ma présentation. Donc, n'hésitez pas à toucher en haut à droite sur l'affichage pour voilà, mettre la presse et moi à côté ou enlever ma tête comme vous voulez. Alors, c'est parti, c'est bon, j'ai les droits pour. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Parfait. Hop, hop, hop. Parfait. Alors, ce que je vous propose, déjà, je vais vous poser une première question. Pour vous, aujourd'hui, quand on parle de burn-out, quels sont les termes auxquels vous pensez? Donc, réfléchissez pas, donc c'est un mot que aujourd'hui bien utilisé, mais quand je vous parle de burn-out, quels sont les mots qui vous viennent? N'hésitez pas à partager sur la discussion. Voilà, fatigue, épuisement exactement, stress, charge mentale, oui, on va en parler, trou noir. Oui, ah, ça c'est intéressant comme réponse. Irritabilité, corps qui lâche, oui, effectivement. Caché, déni, oui, exact, effectivement. En fait, c'est important que je vous pose cette question, donc négatif au pied de soi. C'est bien que vous êtes inspiré, brûlé de l'intérieur, oui. Ah, d'ailleurs, c'est intéressant de parler de ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler du burn-out, mais en fait, ce mot est tellement utilisé aujourd'hui qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a encore plus de confusion et c'est ce que je dis aujourd'hui, c'est que malheureusement, on accentue l'idée que le burn-out est un effet de mode. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez entendu parler du mot bore-out, donc boring. Donc en gros, voilà, moi ce que j'aime bien décrire en français, burn-out, c'est le syndrome d'épuisement professionnel par la surcharge. Le bore-out, c'est l'épuisement professionnel par l'ennui. Aujourd'hui, vous avez aussi le mot brown-out. Alors, je ne sais pas d'où ça sort, mais brown, c'est marron. Donc, en fait, on a tendance à dire que c'est la perte de sens. Donc, l'épuisement professionnel par la perte de sens. Le tout dernier qui vient de sortir, c'est blur-out, donc blurring. Et en fait, en gros, ça veut dire l'épuisement professionnel par la fusion, le flou entre la vie pro et la vie perso. Et bon, ça, je ne vous l'apprends pas, ça a été surmultiplié avec malheureusement donc, la crise, le télétravail, où là, vraiment, le travail est vraiment rentré à la maison. Donc, merci effectivement pour ce partage. Je voulais vous montrer ça va bien marcher. Voilà. Je vais vous montrer ce nuage de mots parce que, donc, comme vous pouvez le voir, donc ça, vous connaissez, c'est un nuage de mots, c'est les recherches qu'il y a sur Google. Donc, tout de suite, effectivement, on voit le mot burn-out, on voit le mot fatigue, épuisement,
insensibilité, à gauche, vous avez épuisement au travail, à droite, vous avez besoin de médicaments, oubli, c'est bien d'avoir dit d'ailleurs, sentiment d'inutilité. En fait, ce qui est intéressant dans ce nuage de mots, c'est de montrer à quel point ce sujet est complexe. C'est tellement complexe qu'aujourd'hui, il y a des erreurs, même qui sont faites par les médecins, pour détecter cette pathologie. Alors, tout à l'heure, Frédéric me demandait par rapport au burn-out, est-ce que c'est une maladie? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut même pas utiliser le mot maladie parce que le burn-out n'a pas été reconnu en maladie professionnelle. Moi, je dis une pathologie du travail. Et en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'effondrement. Alors, vous allez entendre aussi ce mot-là de ma part, de ma bouche, parce que pour moi, le mot épuisement, ce n'est même pas le mot juste par rapport à ce qui se passe au moment où il y a la rupture. C'est vraiment un effondrement. Un épuisement, pour moi, on peut le rapprocher à la fatigue. Et donc, voilà, je fais une bonne nuit de sommeil et je me remets d'aplomb. Alors que non, aujourd'hui, quand quelqu'un vient d'un out, c'est très important parce que même dans la sémantique, les gens font des confusions. Le mot burn-out, c'est le moment de la rupture. C'est le moment où j'ai craqué et en général, le lendemain, on n'est pas retourné au travail. Donc, il faut savoir que l'effondrement, donc l'effondrement professionnel en l'occurrence, il est finalement au carrefour de trois contextes, trois enjeux de contexte. Le premier, en fait, c'est la personnalité. La personnalité, de par son histoire, sa croyance, enfin ses croyances en l'occurrence, son éducation, son environnement, ses expériences. Aude, excuse-moi juste, est-ce que tu pourras nous donner Oui, oui, hein, oui, pas de d'accord, souci. ok, merci. Oui. Donc oui, comme ça, si vous voulez pas noter, il n'y a pas de souci. Bon. Donc, expérience professionnelle, expérience personnelle. Le deuxième point important, c'est le mot. Ah bah, je ne vais pas vous mettre. En fait, c'est le modèle de société dans lequel on évolue aujourd'hui. Du coup, ma question, que vous pouvez partager aussi sur le chat, c'est pour vous aujourd'hui, dans quel monde on évolue? Quelle est la société dans laquelle on évolue? Est-ce que c'est une société où on saute de joie tous les jours, où on est très investi, on est de bonne humeur, où on n'a pas peur de l'avenir? Pour vous, aujourd'hui, dans quoi on évolue? Ultra perfectionniste, c'est vrai, et axé sur le résultat, effectivement. Qu'est-ce que vous, anxiogène, voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est l'ambiance. Pour vous, comment est-ce que vous l'avez effectivement individualiste, très juste comme mot, surconsommation. Vous voyez, il y a des mots très intéressants dans ce que vous dites. L'erreur n'est pas admise. Ah, ça c'est intéressant, ça aussi, comme réponse. C'est important de comprendre que le modèle de société dans lequel on évolue accentue la pression et l'impact que ça a sur nos vies, que ce soit nos vies personnelles ou nos vies professionnelles. Parce qu'il va y avoir la question de, mais comment ça se fait qu'il y ait des personnes, et je sais très bien que quand vous allez entendre l'histoire, et comme beaucoup de journalistes qui me disaient, mais Aude, comment ça se fait que tu es tenue? Eh ben, j'ai tenu pour plusieurs raisons, et qui sont tout à fait légitimes. Et en l'occurrence, aujourd'hui, le modèle de société dans lequel on évolue, c'est un modèle de société qui est tout le temps dans l'urgence, tout est à faire pour hier. On a accentué le côté très immédiat, évidemment avec les réseaux sociaux, évidemment avec Internet, tout se fait tout de suite, immédiatement. On est dans une société de performance, on est une société où le non-travail est mal perçu et où le non-travail, sachant que le travail est très identitaire en France, ne pas travailler est mal vécu aussi d'ailleurs, un contexte de crise aujourd'hui et voilà, je parle de crise sanitaire, mais aujourd'hui on est sur la crise économique avec une inflation qui est complètement hallucinante, qui d'ailleurs à mon avis, en 2023, fait que ça va créer beaucoup de casse sociale. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Déjà, il faut déjà survivre maintenant. Bref, le modèle de société. Le troisième contexte, enjeu de contexte, on est sur l'environnement. Je vous expliquerai pourquoi, je n'ai pas forcément mis de mots juste après, mais en tous les cas, l'effondrement est au carrefour de la personnalité, de l'urgence et du contexte. Là, maintenant, je vais vous partager une courbe. Donc, aujourd'hui, donc, ça fait plus de 10 ans que j'ai d'expérience là-dessus, sur ce sujet-là. Donc, c'est sur le dernier bouquin. J'ai réussi à modéliser une courbe qui explique de manière très précise quel est le process de l'effondrement et quel est le process de la reconstruction. Donc, pour l'instant, je vais vous parler de ma personnalité, parce que, comme je l'ai dit, c'est extrêmement important dans l'entrée
dans le processus. Donc, en ce qui me concerne, donc moi, donc j'ai une soeur jumelle, je suis issue d'une famille voilà, qui n'avait pas spécialement beaucoup d'argent, j'ai été élevée par mes grands-parents. Et aujourd'hui, donc, enfin, ou plutôt hier, même si c'est pas encore aujourd'hui, mais avec beaucoup plus de mesures, moi, j'ai développé une croyance qui était que le travail paye. Le travail paye au niveau pécunier et le travail paye au niveau plus je travaille, plus j'évolue socialement parlant. J'ai repéré ça parce que ma grand-mère, qui était mon modèle, c'était quelqu'un qui était donc une femme de ménage, était gardienne d'immeuble, et je la voyais avoir un métier qui était pénible, avec peu de reconnaissance. Et j'ai vraiment le souvenir de, quand j'étais plus petite, d'être dans mon lit et de me dire, voilà, moi, quand je serai grande, voilà, j'ai envie de pouvoir me payer les choses, d'être indépendante et et de réussir. Donc, ça, c'est la personnalité en termes global. Donc, sur cette courbe qui va vous préciser, qui va vous faire comprendre le processus de la reconstruction, il y a quatre étapes. Cette courbe-là, elle s'applique quel que soit le métier, quel que soit le secteur, quel que soit le niveau hiérarchique. Quand quelqu'un rentre dans le processus de l'effondrement, il passe par cette phase-là. Quelle est la première phase? La première, c'est la phase de plaisir. Donc, je voulais noter à gauche. Donc, c'est soit le poste idéal. Donc, en dessous, vous avez le poste tant attendu ou le rôle occupé avec implication. Ça, c'est la première phase. Et j'ai noté la valeur portée au travail. Ce qui implique la personne dans un contexte d'effondrement, c'est la valeur qu'elle apporte au travail et à l'effort. Et comme je l'ai expliqué, moi, mon modèle, c'est ma grand-mère, qui fait que je voyais qu'elle avait des difficultés. Et je voyais surtout, et j'ai oublié de vous dire par rapport au modèle de société dans lequel on vit, on est dans une société où il faut toujours être plus, où il faut toujours être meilleur. Et ça, c'est pas une chose qu'on invente, c'est quelque chose qu'on a acquis depuis qu'on est en maternelle, depuis qu'on a les bons points, depuis que quand on passe au collège, on a les encouragements, on a les félicitations, et puis ensuite, quand on passe à la fac, il y a le fait de réussir ses études. Donc, on est pétri, on est vraiment intégré dans une société dans laquelle il faut toujours faire plus. Et donc, la valeur travail et de l'effort est vraiment ancrée dans les profils. J'ai toujours eu un côté bon élève. J'ai été déléguée donc tous les ans à l'époque où j'étais plus jeune. J'avais de très bonnes notes, mes sœurs aussi. Et j'avais bien percuté, bien compris que bien travailler amenait donc à la fois des bonnes notes, mais aussi des sourires et aussi des félicitations et de manière générale une ambiance plutôt positive. Donc ça, c'est la croyance que j'ai acquise. Donc le poste idéal ou le poste tant attendu ou le rôle occupé avec implication, pardon. En ce qui me concerne, ça a été de devenir responsable RH opérationnel. Pourquoi est-ce que j'ai voulu devenir RH? Parce qu'en fait, quand j'ai passé mes études, j'ai été très vite indépendante et je me suis retrouvée donc à l'âge de 18 ans, donc avec ma sœur, on s'est retrouvés à devoir payer nos factures et donc la fac ça n'a pas fonctionné, c'était pas du tout mon dada et je me suis dit bon, j'ai trouvé un boulot entre-temps et je travaillais chez Pizza Hut en tant que jeune équipière en temps partiel et j'ai repris des études, un BTS en hygiène, propreté et environnement. Et donc, donc un BTS étant 2 ans, et au bout des 2 ans, donc j'étais toujours dans ce petit boulot, j'étais une très bonne salariée, enfin, voilà, on pouvait compter sur moi, jamais en retard, etc. Et au bout des 2 ans d'études, je cherche du travail dans mon secteur, et j'en trouve pas. Et en même temps, Pilote me dit, Aude, est-ce que ça te dit on aimerait te faire évoluer en RH, en tant qu'assistante manager. Et donc, honnêtement, je pensais y rester 2 mois. J'ai le temps de trouver. En fait, j'y suis restée 6 ans. Et la personne qui vous parle aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce que j'ai appris là-bas. Pendant cette expérience-là, j'ai surtout compris, donc déjà en tant que manager, que c'était, alors je dis toujours que c'est un métier qui est extrêmement valorisant, mais c'est un métier qui est difficile, parce qu'on nous demande de travailler à la fois sur la gestion des hommes, à la fois sur la gestion du business, mais aussi une chose que l'on fait peu ou que l'on ne fait pas, c'est le fait de se gérer ou de s'occuper de nous-mêmes en tant que manager. Et donc, j'ai vu qu'il y avait des difficultés, que ce n'était pas un métier facile. Et puis surtout, je me suis vue observer qu'une politique RH qui n'était pas humaine ou proche des salariés ou déconnectée pouvait créer des dégâts.
Et donc, je me suis retrouvée à un moment où il y a une femme qui est arrivée en tant que directrice. Et donc, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'elle travaillait énormément, mais elles ont très, très bien fonctionné ensemble. Et elle faisait des RH en distanciel. Et je ne connaissais pas du tout ce domaine-là. Je veux dire, quand on sort du lycée, quand à l'époque, c'était la fac, la médecine et puis la prépa. Donc, les ressources humaines, j'en avais entendu parler. Et à ce moment-là, je sais que c'est précisément pendant cette expérience-là que j'ai décidé de vouloir évoluer en RH parce que j'avais l'espoir, enfin, et non, la logique pour moi, que bien s'occuper des salariés, c'était forcément positif pour l'entreprise et pour les salariés. Donc, cette idée, ça y est, elle est claire. Je sais quel est mon objectif professionnel. Ça marche pas juste chez eux parce qu'il n'y avait pas de possibilité. J'ai travaillé après chez Nature et Découverte. Et donc, c'était le même poste en tant que directrice adjointe. Dans ce genre d'entreprise, il faut toujours prouver sa valeur d'abord sur le terrain avant de prétendre à une évolution, on va dire, transversale. Donc, au bout d'un an, j'ai commencé sur le plus petit des magasins. Au bout d'un an, je suis arrivée sur le plus gros qui se trouve sur Paris. Toujours responsable RH en tête. Au bout de 3 ans, on m'oppose le fait que je n'ai pas de diplôme. Donc, comme je suis une femme qui cherche à trouver toutes les solutions, j'ai décidé de passer un fonds GESIF. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais un fonds GESIF, en gros, c'est un fonds de formation. On cotise avec nos fiches de paye. Et pour lequel, voilà, quand vous obtenez cette commission, vous pouvez partir en formation et votre salaire est maintenu. Donc, j'ai passé un master en ressources humaines que j'obtiens en 2007. En 2007, donc évidemment, donc avant de revenir chez Nature et Découverte, je me dis j'ai envie d'évoluer directement en RH, je ne veux pas revenir sur le terrain. Ça n'a pas été possible chez eux, donc je suis partie en très long terme et c'est là où j'ai vraiment acquis mon expérience en tant qu'RH. Et en fait, c'était très clair que comme je voulais être responsable RH opérationnel, je savais que c'était un métier. Il y a deux types de métiers en RH, c'est soit RH spécialiste, je fais que de recrutement, je fais que de la paie, je fais que du juridique, ou le poste généraliste. Et moi, je voulais un poste généraliste parce que j'ai beaucoup d'énergie, j'ai besoin que les choses se fassent, enfin, je ne m'ennuie pas en l'occurrence. Donc, je savais très bien. Aude, excuse-moi, est-ce que tu peux parler un tout petit peu moins vite parce que le Ah, son est pardon. agréable. Et moi, je ne sais pas les autres, mais moi, il y a des mots du coup que j'entends moins bien. Si tu peux juste parler un tout petit peu moins vite. Je vais rapprocher mon micro. Est-ce que ça va un peu mieux là ou pas? C'est juste si tu peux avoir un débit un tout petit peu plus lent. Oui, 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 effectivement. Le son est un peu masqué, donc. Pas de souci. OK. Donc, à ce moment-là, donc je suis sûre du chemin que je veux prendre. Et c'est pas compliqué. Comme je savais qu'il y avait beaucoup qu'il fallait que je maîtrise beaucoup de compétences, j'ai tout pris. Donc, j'ai pris l'administration du personnel, du recrutement, de la paie. Je m'étais jurée de ne pas faire de paie. Et en novembre 2008, je trouve le métier que j'attendais depuis plus de 10 ans, 12 ans d'ailleurs. Et je suis embauchée en tant que responsable RH chez Nike, donc en retail. Je suis basée sur le magasin le plus important, qui est le flagship, donc le magasin vitrine qui se trouve sur les Champs-Élysées. Donc, ce magasin, il y a un peu plus de 120 personnes, dont une quinzaine de managers. Et moi, j'ai été intégrée en tant que responsable RH sur ce point de vente. Donc là, on est dans la première entrée, le poste idéal, le poste en attendu ou le rôle occupé avec implication. Donc, comme vous pouvez le voir, la courbe, elle monte. La courbe, elle monte pourquoi? Parce que quand on commence dans ce poste idéal ou dans ce poste attendu dans lequel on doit s'impliquer, on veut s'impliquer, on a de l'énergie, on a de l'idée, on a de l'ambition, on a une projection, on a des envies, on a de l'envie d'avancer, donc évidemment dans le poste qu'on a acquis. Et en fait, quand j'ai commencé chez Nike, pardon, j'ai tout de suite été très heureuse déjà. Je courais le matin honnêtement pour aller au boulot. Je me rappelle tous mes amis, je leur disais que j'adorais le travail que je faisais. Et je me suis retrouvée tout de suite, malheureusement, avec le recul, je ne peux vous le dire que maintenant, mais à être directement sous stress. Je pense même que je l'étais même un peu avant, c'est-à-dire pendant le process du recrutement, parce que dès que j'ai commencé ce process du recrutement, donc il a été assez long, et en plus, donc la dernière personne que j'ai vue, c'était mon DRH, et qui disait que Aude, vous êtes la 4e personne en 1 an et demi, va falloir vous n'avez entre guillemets pas le droit à l'erreur, il faut absolument que vous réussissiez. Alors, c'était pas ce que j'attendais depuis des années. J'étais jeune à cette époque-là, beaucoup d'énergie, donc je me disais, OK, pas de souci. Et en fait, quand on signe un contrat de travail, la chose qui commence immédiatement, c'est
une période d'essai. Et la période d'essai, c'est une période de stress chronique. On va comprendre après pourquoi je vous parle de stress chronique. Donc, beaucoup d'énergie, sauf que dès le départ, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. En l'occurrence, pour, par exemple, calculer la paye, j'ai un logiciel, un outil qui est complètement obsolète. Au bout de 15 jours, je savais qu'il fallait le changer, sinon je n'allais pas y arriver. Et malheureusement, voilà, je me suis retrouvée avec, pour calculer les payes, et c'était qu'une partie de mon travail, c'était qu'une seule tâche. Les personnes devaient pointer le matin, avant de déjeuner, en revenant déjeuner et en partant. Définitivement, ça fait 4 pointages par personne, donc 120 multiplié par 30. Et c'était important que je puisse être capable d'être précise, encore une fois, sur ce calcul de paye, parce que la personne précédente avait été licenciée à cause de ça. Et surtout, quand je suis arrivée, il y avait tellement d'erreurs. Et je le dis d'ailleurs que quand on veut détruire le climat social d'une entreprise, il suffit de faire des erreurs sur la paye. Donc, j'avais déjà beaucoup de pression à ce niveau-là. Mais bon, vous savez, on peut pas, tout n'est pas forcément positif dans une entreprise quand on arrive. C'est un peu le jeu au final. Donc, c'est le début. C'est un peu la lune de miel au final, même si, voilà, donc déjà de la pression. Déjà, finalement, quand vous faites 120 fois 30 fois 4 pointages, ça fait plus de 14 000 entrées à vérifier chaque mois pour que la paye soit juste. Parce que ça n'était pas automatisé à l'époque. Les gens soit pointaient trop, soit oubliés. Donc, j'étais obligée de faire ça. Et ça, c'était qu'une partie. Donc, voilà. Mais j'étais ambitieuse. Il n'y avait pas de souci. Il y a la période d'essai. Je me suis dit, bon, on y va. On y va. Et jusqu'à ce que la deuxième phase, qui est la phase d'alarme, débute. Là, je note le stress chronique. Le stress chronique, c'est le stress qui est dans la durée. Il y a 2 types de stress. Donc, il n'y a pas de bon stress, il n'y a pas de mauvais stress, il y a du stress tout court. En revanche, il y a le stress aigu ou le stress ponctuel. C'est-à-dire que j'ai une situation stressante à gérer en une seule fois, enfin, en tout cas de manière ponctuelle. Je la gère, le corps est capable de le gérer en diffusant des hormones. Et effectivement, il va redescendre, et il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas d'impact. Le stress chronique, je l'évalue à peu près dès qu'on commence à être dans les 45-50 heures par semaine régulièrement, on passe en stress chronique. Et le stress chronique, c'est là où ça pose problème, c'est que le corps commence à être en surébullition. J'écris suradaptation parce que ça commence à être trop. Même si vous voyez que la courbe continue à être en hauteur, à monter, parce qu'à ce moment-là, la personne, elle a encore de l'énergie, elle a encore des envies, elle a encore les capacités de faire ce travail. Et elle va continuer. Et effectivement, donc, le stress chronique pour moi a démarré le 8 mai 2009. Et c'est la première fois où j'ai un trouble musculo-squelettique qui est une névralgie cervico-brachiale qui a démarré. Donc, une névralgie, c'est une irradiation qui part de la nuque dans les cervicales et puis qui peut paralyser, ou en tout cas mettre des fourmillements dans le bras. Et encore une fois, à cette époque-là, je ne savais pas que c'était lié au stress. En tout cas, j'ai le premier signal de stress chronique, qui est cette névralgie, et auquel je ne fais pas spécialement attention. Je pensais que c'était moi qui dormais mal ou qui avait une mauvaise position. Donc, je continue mon parcours, voilà, en mai 2009, et ce qui se passe, donc, du fait qu'on va commencer à basculer dans la perte d'énergie, etc., c'est le stress chronique non géré. L'Organisation mondiale de la santé a enfin fait quelque chose que je trouve de très positif. Aujourd'hui, il n'y a pas de définition sur le burn-out. Il n'y a pas de définition médicale, il n'y a pas de définition juridique. En revanche, l'Organisation mondiale de la santé, en 2019, a éclairé les choses en disant que le burn-out, c'était le résultat d'un stress chronique au travail, non géré avec succès. Et c'est exactement ça. À partir du moment où le stress chronique n'est pas géré, c'est-à-dire que je rappelle bien que le stress chronique, c'est tout le temps. Aude, on me signale que le son n'est pas très bon. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec ton micro? Sourd. Allô? Oui, est-ce que c'est mieux là? Allô? Oui, on t'entend. Allô, est-ce que c'est mieux? Oui, Dites-moi sur le chat. Oui, c'est mieux. Ouais,
Bon, j'ai rapproché carrément le micro, en fait. Plus simple. Ouais. Ok, bon, bah, je vais faire comme j'étais une chanteuse. Donc voilà, donc en fait, le stress chronique, donc, l'Organisation mondiale dit ça, et c'est précisément ce qu'il se passe. Stress chronique non géré, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution qui ont été apportées à la situation de stress que la personne vit. C'est-à-dire que, en général, bon, si je prends mon exemple, j'ai tout de suite vu que je commençais à faire beaucoup d'heures, j'ai tout de suite compris que j'avais besoin d'aide, j'ai tout de suite compris que j'avais besoin d'un outil qui soit performant pour me permettre de travailler. Mais on ne m'écoute pas, par exemple par rapport à ce digital, on me dit on n'a pas d'argent et chez Nike quand même, on n'a pas d'argent, on n'a pas de solution. Et en l'occurrence, par exemple, le fait d'être en surcharge de travail, je demande un soutien et on me dit, bah, écoute, on n'a pas de budget et j'ai dû trouver l'idée d'embaucher une stagiaire, alors que ce n'est pas censé être le cas, pour faire son travail. Et vous allez voir, vous allez comprendre une chose aussi, c'est que le burn-out c'est la pathologie du conflit de valeurs, c'est la pathologie de la solitude, c'est la pathologie de la perte de sens et de la perte d'estime de soi. Donc, quand le stress chronique n'est pas géré, et ben là, vous voyez, on commence à descendre en termes d'énergie en l'occurrence. Dégradation de la santé physique, mentale, émotionnelle et comportementale. Et ce qui se passe, c'est que la personne va quand même poursuivre. J'en reviens au poste idéal, le premier élément. C'est très important que les personnes comprennent que les personnes qui font des épuisements, des effondrements, sont des personnes qui ont, comme je vous l'ai dit, une valeur portée au travail très importante. Donc, elles persévèrent. C'est des personnes qui n'ont pas appris à baisser les bras dans leur vie privée, donc elles ne le font pas dans la vie pro et dans le sens inverse. Donc, ces personnes, malgré le fait qu'il y ait des difficultés, elles vont quand même se dire, voilà, bon, je vais essayer. Et comme je le dis, le modèle de société a un gros impact, c'est-à-dire, OK, comment est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je ne continue pas? Je vous ferai, il y a un vrai rapprochement à faire sur cette courbe en tant qu'auto-entrepreneur. Mais ça, je vous dirai à la fin, en tant qu'entrepreneur en soi. Donc, ce qui se passe, c'est que la personne va persévérer. S'il n'y a toujours pas de solution apportée, eh ben, il va y avoir le moment clé de la désillusion, de la perte de sens. Et là où vont démarrer les doutes et les pensées négatives et la dégradation. Ce qui se passe sur mon parcours à moi, donc c'est qu'en février et en mars 2011, ma responsable qui a été licenciée du jour au lendemain alors qu'elle était enceinte. Et j'en reviens à la croyance que j'ai au départ, hein, c'est le travail paye. Nous, on essayait de travailler avec ce qu'on avait comme moyen. Et en fait, le jour où j'ai vu qu'elle a été licenciée au jour au lendemain, déjà, je me suis dit, mais c'est pas normal. Et en fait, au bout d'un mois, donc c'est mars 2011 en particulier, pendant un mois, j'ai eu aucune nouvelle. La société ne m'a rien dit. Je me suis retrouvée toute seule à faire limite de l'intérim sur tous les magasins de France. Et je me dis, mais quand est-ce qu'ils vont embaucher une nouvelle personne? Et quand la personne, j'ai aucune nouvelle. Et en mars 2011, il y a un gros retail tour avec Tonight Monde qui vient sur le magasin, puisque c'est un magasin vitrine, donc il venait relativement souvent pour gérer bref, la stratégie. Et ce jour-là, on me présente mon nouveau responsable qui remplaçait ma boss. Et en fait, c'était un petit coq. C'était un petit coq. C'était le fils du meilleur ami du DRH. Ma boss, quand elle a été licenciée, elle avait 48 ans. Lui, en avait 24. Et en fait, il n'était pas compétent. Et dès le départ, honnêtement, je le savais, et beaucoup de gens le savaient chez Nike. Et voilà. Et en fait, ça a été la désillusion. En me disant, mais c'est donc ça la réalité? Et traduisez ça, vraiment ça. Le moment de la désillusion, c'est vraiment ça la réalité? Je ne pensais pas que ce serait aussi dur. Je ne pensais pas que travailler avec ce manager serait compliqué. Je ne pensais pas que mes collègues seraient ainsi. Je ne pensais pas que ce logiciel serait aussi difficile à maîtriser. Donc, encore une fois, si la solution n'est pas apportée, on continue malheureusement à se dégrader en termes de physique, mental et émotionnel. Donc, la première étape, donc la phase de désillusion va être en 4 sous-étapes. La première, c'est le refus du réel. Je n'y crois pas. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'au moment où on m'annonce cette nouvelle, je me dis, mais c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Je peux pas le croire. La deuxième sous-étape, c'est donc, encore une fois, s'il n'y a pas d'apport de solution à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si on m'avait expliqué, peut-être que j'aurais accepté la décision ou compris la décision et donc ne pas continuer à sombrer. Mais il n'y en a pas eu.
Donc, en fait, après la deuxième sous-étape, c'est la protestation, c'est la colère. C'est comment ça, c'est pas possible. Je veux une explication. Et ça s'est traduit comment chez moi? J'ai demandé une intervention, enfin une interview avec la DRH France, DRH Europe. Et à ce moment-là, ils me disent, écoute, Aude, bah, t'es pas assez politique. Et en fait, j'ai traduit, je suis pas assez politique. Donc, deuxième sous-étape. Si cette étape, encore une fois, n'a pas de solution, n'est pas gérée, on va basculer sur la troisième sous-étape. Et la troisième sous-étape, c'est quoi? C'est la phase de la négociation. Donc, vous voyez, entre mars 2011 et août 2011, c'est le parcours qui commence à dégringoler. Et en août 2011, donc la troisième sous-étape, il y a à un moment donné, clé, une espèce de grosse alerte. Une espèce de grosse alerte. Et en général, cette grosse alerte, ça va être soit on va avoir un arrêt, en général, c'est d'environ 15 jours ou peut-être même d'une semaine si la personne ne veut pas s'arrêter. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que les personnes ont tellement une valeur de travail importante qu'elles ne veulent pas s'arrêter. Mais la deuxième chose, c'est quoi aussi? C'est que les personnes ne s'arrêtent pas parce que ça risque de donner encore plus de travail, encore plus de difficultés. Donc, à ce moment-là, moi, qu'est-ce qui m'arrive? C'est que donc je pars en week-end je reviens. Et en fait, pendant tout le week-end, on m'avait dit: «Aude, arrête, tu travailles trop, ça ne fonctionne pas». Mais en général, la personne répond que: «Vous ne comprenez pas mon travail, c'est pas possible. Comment je fais si je démissionne?» Bref, il y a des raisons. Et à ce moment-là, moi, je prends mon train et en fait, j'arrive sur le quai et là, donc j'ai une crise de pleurs que je ne maîtrise pas. J'appelle ma sœur, elle me dit: «Aude, arrête, c'est bon, va voir un médecin». Et moi, je lui dis: «Je ne peux pas m'arrêter, sinon si je m'arrête, ça va être une catastrophe». Et à ce moment-là, donc je raccroche, j'arrive sur le quai de la gare et en fait, je suis incapable de mettre un pied devant l'autre. Je suis tétanisée. J'ai le souvenir d'avoir les messages de la SNCF. J'ai un trou noir, c'est pour ça que il y a écrit tout à l'heure, un ça, le trou noir, c'est exactement ça. J'ai un trou noir, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me retrouve dans les cabinets d'un médecin de ma ville qui me dit, à travers mes pleurs: «Écoutez, mademoiselle Feli, là, vous faites un début de burn-out» et je vous dis, en 2012, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Et donc, je me suis dit: «Mais non, enfin, je pense pas». Je fais: «Moi, je suis juste fatiguée, je viens de partir en week-end, j'ai pas beaucoup dormi». Il me dit: «Mais vous pensez que vous allez continuer comme ça?» Et à ce moment-là, je négocie. Il me dit: «Vous allez vous arrêter un mois». Je dis: «C'est pas possible» et donc j'accepte au final, un arrêt de 15 jours. Sauf que là, la personne n'a pas encore fait son vrai burn-out dans cette négociation. Donc la négociation, c'est quoi? C'est: «Ça va aller, je vais tenir, je vais faire ce qu'il faut». Il y a vraiment cet aspect où, la personne ne va pas encore s'arrêter. Et ce que je note ici, c'est conduite addictive pour tenir. Là, on va intégrer dans le parcours, de la dégradation de la santé physique, mentale et émotionnelle, une addiction, un comportement addictif pour tenir le coup. En général, donc qu'est-ce qu'il y a comme addiction? Pour vous, qu'est-ce qu'il y a comme addiction? Vous savez, dites-moi sur le chat là, quel type d'addiction à un, ça peut être? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui vous vient quand on parle d'addiction? Est-ce que vous avez, des choses en tête? N'hésitez pas à me le dire sur le chat. Exactement. Sport, exactement. Sucre, sport, sexe, exactement. Tabac, drogue, télé. C'est intéressant ce que tu dis, Fanny, parce que aujourd'hui, les plateformes Netflix, Disney+, etc., ont explosé la conduite addictive. Je ne veux pas dormir, je n'ai pas envie de me projeter sur la veille, donc il y a cet aspect-là. Donc oui, jeu de hasard, tout à fait. Donc il va y avoir une conduite addictive pour tenir. Et il y a une chose que vous n'avez pas écrit, c'est les psychotropes anxiolytiques et antidépresseurs. Et moi, en août 2011, quand il me prescrit cet arrêt maladie, ce jour-là, il me prescrit la pilule magique. C'est-à-dire qu'il me prescrit l'anxiolytique et pour moi, c'est bon. Je commence à prendre et en fait, ça me permettait, ça me passait au-dessus. Enfin, c'est assez hallucinant, mais pour moi, j'arrivais à pouvoir gérer les difficultés que j'avais. Et en fait, la conduite addictive, ça a été quoi? Ça a été que, en fait, j'ai pris la décision et la stratégie de voir des médecins parfois différents pour avoir une ordonnance non-stop, sans arrêt. Et ce jour-là, en fait, le médecin m'avait dit: «Mais mademoiselle Céline, si vous continuez comme ça, dans 6 mois, vous allez craquer». Et en fait, j'ai craqué au bout de 9 mois. Et j'ai compris aujourd'hui pourquoi. Donc après toutes les années d'expérience, c'est que j'ai tenu à cause de la conduite addictive qui n'a fait que retarder la bombe. J'essaie de tenir, j'essaie de tenir, j'essaie de tenir. Le corps est fait pour gérer le stress, mais pas le stress à long terme. Donc, à un moment donné, il a besoin et souvent, les personnes ne captent pas que même faire une cure, vous savez, de Béroca, de compléments alimentaires, etc., et ben, c'est déjà
Et c'est même, je pense, très intéressant dans le terme de neurosciences, c'est que les personnes prennent ceci en se disant, c'est pas un médicament, donc ce n'est que une cure de vitamines, etc. Et donc, cette personne, même ça. Aude, est-ce que là, tu es en train déjà de nous parler des signaux, faibles ou pas, de Oui. dire, dès qu'on fait ça, il faut qu'on prenne un peu de recul en disant, ah, attention, Bien je suis sûr. en train de me dire, je vais faire une cure de Berocca, ou je regarde un peu Netflix pour me détendre le soir à 11h30, ce que je fais C'est moi ça. de temps en temps. Donc, alerte, quoi. C'est Oui, pas oui. bon. Mais il y a des alertes, en fait, dès la phase 2. Dès la phase 2, j'ai parlé de stress avec un trouble musculo-squelettique. J'ai parlé du sommeil. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer un tableau avec J'ai pas compris. Avec un trouble? les troubles du sommeil. Non, mais tu as dit un autre mot que j'ai pas compris avant. Non? T'es Oui, troublé. le trouble musculo-squelettique, la névralgie. Ouais, musculo-squelettique. Névralgie, c'est-à-dire j'ai mal à la tête. Non, c'est le corps. Non, c'est les nerfs, en fait, au niveau du corps. La névralgie cervico-brachiale. Donc, au niveau des cervicales et brachiales, au niveau du bras. Mais je vais vous montrer un tableau juste après avec tous les signaux. Ok. Donc, toujours pas de réponse apportée. Et ben, on continue la descente. Et la descente, ça va être quoi? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Hein. Vous n'hésitez pas à couper Aude, hein, parce qu'elle parle. Sinon, ouais, j'essaie de boucler, j'ai tellement de choses à vous dire. 20h16. Mais à la fin, si vous voulez, n'hésitez pas, vous me poserez des questions. Si vous souhaitez. En tout cas, bon. Il y a Fanny là, qui dit, en tant qu'infirmière en entreprise, je vois toujours un lien entre l'émotionnel et les mots physiques. Mais oui. bien sûr, sur les symptômes, ça signifie quoi? Non, burn-out, c'est le moment de la rupture. En fait, ce que je dis, c'est que quand on commence à avoir ces symptômes, on est dans le processus de l'épuisement, de l'effondrement. On n'est pas encore en burn-out. Le burn-out, c'est le point final, au final. C'est le point final. Avant, tout ce qui se passe avant, on est dans le processus. Comment t'arrêter du coup? Et ben, comment t'arrêter? Normalement, c'est arrêter. C'est-à-dire, en l'occurrence dans une situation du travail. Et comme là, le médecin m'avait proposé un arrêt maladie, la seule solution, c'est de s'arrêter. Donc, probablement, mais c'est très compliqué, évidemment, mais c'est de se mettre en arrêt maladie, en tout cas dans un contexte de travail. Et on ne peut pas imaginer juste stopper un peu? Baisser? Si, mais stopper dans le salarié, c'est un arrêt. C'est un arrêt maladie. Après, quand on est indépendant, c'est s'arrêter. On peut s'arrêter à quelque temps. Mais il faut vraiment avoir en tête que si on dit, donc la question intéressante, c'est est-ce qu'on peut s'arrêter? Oui, mais le but du jeu, c'est de s'arrêter vraiment et pas que sur une semaine ou 15 jours. Là, quand on commence à avoir ces signaux-là, on n'est pas encore sur la descente rapide, on va dire ça comme ça. Mais dès qu'on ressent normalement des symptômes de physique, et que c'est le premier signal qui est perçu, ce n'est pas les signaux mentaux, ce n'est pas les signaux émotionnels. Le premier signal, c'est forcément un signal physique. Il faudrait ne plus s'occuper de ses enfants non plus, du coup. Tu m'étonnes. C'est clair. Donc, je poursuis. Donc, la dernière sous étape, la peur. Donc, on continue. Et là, on commence à dire, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? On en arrive presque à vouloir qu'il se passe quelque chose de grave pour s'arrêter. J'ai des personnes qui m'ont dit, et moi-même, j'espérais qu'il se passe quelque chose. Il y en a qui espèrent avoir un accident, d'autres qui espèrent ne pas se lever. Enfin bref, il y a quelque chose qui nous aide à arrêter là où on n'arrête pas. On n'arrive pas à arrêter. Et dans mon premier livre, j'ai écrit une phrase qui est un leitmotiv, c'est « il m'en faut plus pour m'arrêter ». Il m'en faut plus pour m'arrêter. Mais c'est lié à la personnalité, la valeur de l'effort, je continue malgré ces difficultés, mais c'est aussi lié à plein d'autres choses. Donc voilà, et la conduite addictive continue, et si on n'apporte toujours pas, il y a l'effondrement. Et j'insiste là-dessus, ne croyez pas que avant, oui, mais je vais... Non, s'il n'y a pas de solution apportée, le corps humain est une machine qui est limitée, il ne pourra pas tenir. Et il craquera à un moment donné. Et je trouve même que c'est très puissant parce que ce signal-là, c'est OK. Je t'envoie plein de signaux depuis que je t'envoie mon trouble musculo-squelettique, depuis que tu as mal au dos, etc. Tu ne veux pas t'arrêter. OK. Tu veux continuer? OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'il se passe quelque chose d'assez grave pour que tu ne retournes plus. Donc, dans cet environnement stressant, je n'en peux plus et tu vas être obligé de stopper. Et ça, c'est le corps qui décide. Donc là, voilà, vous avez le parcours. Vous avez le processus de l'épuisement, de l'effondrement qui fait que si ce n'est pas géré
Et j'insiste, l'OMS a trouvé vraiment une définition que je trouve très pertinente. Stress chronique non géré avec succès. S'il n'y a pas de réponse, on va forcément vers l'effondrement. Ensuite, quelle est la suite, évidemment, quand on s'est effondré? C'est la reconstruction. La reconstruction se fait de façon progressive, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La première chose, c'est le repos. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre à faire. Malheureusement, pourquoi est-ce que c'est le repos? Parce que le burn-out, c'est la rupture entre le physique et le mental. Quand on n'a plus de mental, on est des poupées de chiffon. Là, on est arrivé à un stade où c'est très, très, très délétère pour le corps humain. Donc, à un moment donné, il craque. Donc, le seul moyen de reprendre vie, parce que c'est un peu ça, c'est de se reposer pour que l'énergie recommence à… Souvent, ce que je dis à Frédéric, je donne un exemple imagé, justement, du burn-out, c'est un portable. Quand vous utilisez votre portable sans le recharger entre-temps, à un moment donné, il va s'arrêter d'un coup. Et ça, c'est le burn-out, la rupture. Qu'est-ce qu'il faut pour que le portable reprenne de l'énergie? Il faut un câble. Le câble, c'est le repos. Au moment où vous allez mettre le câble avec le portable, il va y avoir une fraction de seconde où ça va être le temps nécessaire pour chacune avant de commencer vraiment à se reconstruire. Ce temps-là, il peut être de 6 mois pour une personne, de 1 an pour une personne, de 3 ans. Le repos. Qu'est-ce qui joue sur le repos? Et c'est accentué par, quand on est une femme, c'est la charge mentale. C'est-à-dire que malheureusement, quand je m'arrête, je ne peux pas m'arrêter. J'ai des enfants ou j'ai une personne à laquelle je dois m'occuper, j'ai mon mari. Et donc, il y a tout ça qui entre en compte et qui fait que l'énergie, elle ne se remet pas d'un coup. Elle se met progressivement parce qu'elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Donc, c'est pour ça que là, le parcours est long en reconstruction. Par contre, il va y avoir… Pas de psy, là, on parle pas de support psychologique ou d'accompagnement par un psychothérapeute? Ça, c'est après. Et bien, justement, c'est exactement ça. Nostalgie, prise de conscience. Alors, attends, j'ai des questions. J'arrive pas. Le problème, vous savez, c'est qu'il se met en arrêt, il ne reviendra pas en entreprise. Mais il refuse qu'elle rentre. Exactement. Et il rompt avec son activité professionnelle qu'il aimait au départ. C'est ça qu'il faut tenir. C'est tout à fait vrai. Le corps ne vieillit plus, on ne peut plus bouger. Je partage ton avis, Sophie. Il peut acheter pour s'arrêter de revenir dans son vrai. Tout à fait. Et en termes généraux, la personne ne revient pas d'elle. Elle ne revient pas, sauf si tout a changé. En général, ça n'a pas changé. Donc, elle va se… Et en fait, justement, dans ce parcours de reconstruction, donc au départ, première étape, nostalgie, prise de conscience. Donc, pendant le repos, on a cette conscience. Déjà, la première chose, c'est la culpabilité. Ce qui démarre, c'est la culpabilité. Mon Dieu, j'ai craqué, j'ai laissé tomber mon équipe, j'ai pas su être à la hauteur. Donc, il y a tout ce sentiment de culpabilité d'être en arrêt, d'avoir arrêté est extrêmement puissant. Donc, il y a cette phase sur laquelle il faut passer. Et donc, la prise de conscience de je ne peux plus prendre de plaisir. Normalement, à partir du repos ou peut-être même au moment où ça s'arrêtait, il faut être accompagné. Moi, quand j'ai eu mon arrêt le 24 mai 2012, mon médecin traitant m'a tout de suite mis en arrêt. Ça faisait 20 ans qu'elle me connaissait, elle savait exactement quand je bossais et quelle était mon implication. Et elle m'a fait travailler avec une psychologue du travail pendant quelques mois. Et la stratégie qu'on a eue, c'est effectivement les arrêts maladie, les séances avec la psy et le support médicamenteux. J'avais un antidépresseur. Donc ça a été le départ finalement de la reconstruction. Donc, on va sur cette nostalgie. Ensuite, avec le temps, on fait le deuil du passé. Et on se rend compte que, et donc avec le travail de recul, d'introspection, et c'est là où l'accompagnement est hyper important, c'est je dois tourner la page. Je dois changer quelque chose. Donc, est-ce que c'est changer de voie? Est-ce que c'est changer de conditions de travail ou de vie? Ça, c'est la réponse que la personne doit trouver. Plus on avance dans la reconstruction et dans l'introspection, etc., plus on récupère de la confiance en soi. Et en fait, j'aurais même peut-être dû mettre connaissance de soi, parce que quand on est en burn-out et quand on est après le burn-out, on se pose forcément la question de « mais qui je suis sans mon travail? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je ne sais pas faire ?» Donc ça, c'est des questions qui vont se poser au fur et à mesure. Et c'est très important d'être accompagné pour ça. La confiance en soi va commencer à se reconstruire et plus on acquiert de confiance en soi, plus on arrive à justement retrouver ce qui a basculé. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit la désillusion
Donc, vous voyez, désillusion, perte de sens, perte d'estime de soi. Et ben, quand on récupère l'estime de soi, c'est qu'on a réussi à se reconstruire. Donc, voilà pour ce qui concerne le process de l'épuisement professionnel, quel que soit le secteur. Et en fait, ce qui est intéressant, et dans les femmes que j'accompagne, c'est que cette courbe-là, vous pouvez l'appliquer dans la vie personnelle. Vous pouvez l'appliquer. Pourquoi? Parce que finalement, regardez, en 1, je vous mets le poste idéal, le poste tant attendu ou le rôle occupé avec application. Et bien, par exemple, je vous donne être maman. Être maman, peut-être que c'était un rôle que je rêvais depuis longtemps. Peut-être que c'est un rôle dans lequel je m'implique parce que je veux être une bonne maman, etc. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Donc, vous voyez, quand je vous disais salarié, mais quand on a choisi d'être auto-entrepreneur, quand on a choisi de monter sa boîte, on est là aussi. On est là dans ce qu'on espérait, dans ce qu'on a envie de réussir. Et quand on va, au fur et à mesure du temps, se rendre compte qu'il y a des difficultés, par exemple, en étant indépendant, je n'arrive pas forcément à avoir des résultats. Déjà, je travaille beaucoup. Déjà, ça, c'est la première chose. C'est quand on est indépendant, on travaille énormément avant d'avoir des résultats. Donc, le stress chronique vient rapidement. Quand on est indépendant, les 45-50 heures, excusez-moi, mais j'ai failli dire que c'est un peu la base. Donc, finalement, en étant indépendant, on est dans un environnement qui est facilement porteur d'effondrement parce que le stress chronique est très présent quand on est indépendant. Et quand le stress chronique n'est pas géré, malheureusement, on va aller dans cette phase de perte d'estime de soi, est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision? Je ne m'attendais pas à ce que monter ma boîte, ce sera aussi difficile. Je ne m'attendais pas à ce que ma stratégie ne fonctionne pas, etc. Ensuite, donc, ce qui est important que je voulais vous montrer, de toute façon, vous aurez la présentation, mais je vous ai mis le florilège des symptômes que l'on ressent quand on est dès la phase de stress chronique. J'ai mis le sommeil, mais vraiment, je voudrais que vous entendiez que quasiment 99% des cas, c'est le trouble du sommeil qui sont le premier signal. De toute façon, c'est forcément physique. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a surcharge mentale. Ensuite, vous voyez, estomac, fatigue, peau, donc tout ce qui est zona, psoriasis par exemple, allergie. J'ai mis maladie, mais j'aurais dû rajouter maladie chronique. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, dites-moi d'ailleurs dans le chat, est-ce que vous êtes déjà tombé malade pendant vos jours de repos ou pendant vos vacances? Dites-moi oui, dites-moi non. Oui, hyper indiscret, je pense qu'on peut le voir sans y croire. Non, pas français. Bref, oui, vraiment, vous allez voir. Donc, est-ce que ça vous arrive de temps en temps? J'ai envie de dire presque tout le temps. Eh bien oui, pourquoi? Là, tu demandes si on a ces mots-là de temps en temps. Non, alors ça, oui, ça c'est évident. Mais la question que je pose, c'est est-ce que parfois vous êtes malade plutôt pendant vos jours de repos ou pendant vos vacances, alors que vous ne l'êtes pas pendant que vous travaillez? Et en fait, ça s'explique comment? C'est ce qu'on appelle l'effet contre-coup. Le corps humain, il va développer donc, une stratégie pour pouvoir gérer le stress chronique. Donc, il va préparer le corps. OK, je suis capable de pouvoir gérer. Tu me demandes de le faire tout le temps, mais je te donne. Et en fait, au moment où on se repose, eh ben, le système immunitaire est mis en pause. Au moment où on se repose, eh ben, là, c'est le système immunitaire, il explose. Et c'est pour ça qu'on est malade pendant les jours de repos ou pendant les vacances. Parce qu'on a tenu. Et au moment où on se relâche, le système immunitaire revient. Donc là, vous voyez, perte de poids, prise de poids, pouls, sueur, respiration. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. La version, c'est un peu dedans. Donc, vous voyez, mentaux, on va ressentir des pensées négatives, la peur des autres, les pleurs. Les pleurs, c'est un signe très aigu dans le process de l'épuisement, l'effondrement, pardon. La méfiance, ça aussi, c'est je ne suis plus sereine. Au niveau émotionnel, on va avoir des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration. On va perdre de l'humour. Ça, c'est important parce que les personnes, elles changent. Et c'est pour ça que, donc, je vous ai mis l'indécision, confusion, même les étourderies. Moi, par exemple, j'oubliais tout le temps mes clés. C'est un peu de fou. Je les oubliais partout. Et je ne comprenais pas pourquoi. Les gens me disaient, oh, t'as pas oublié ça sur la machine café, non. Et en fait, c'est normal. Encore une fois, avec l'expertise, mais le cerveau, il ne peut plus rentrer d'informations. Il n'en peut plus. Donc, à un moment donné, il n'est plus capable de tout gérer. Donc, il va y avoir ce genre de symptômes, perte d'estime de soi. Et comportementaux, on va développer donc, soit des troubles alimentaires,
soit des réactions qu'on n'avait pas l'habitude. On n'avait pas l'habitude de faire. Retrait social. Le retrait social, c'est intéressant parce qu'en fait, le retrait social, c'est surtout une stratégie pour essayer de garder le maximum d'énergie. On ne se met pas en isolement quand la personne au départ est quelqu'un de motivé, enfin, joyeuse, sereine, etc. C'est pour récupérer le maximum d'énergie, pas essayer d'en dépenser le moins. Ensuite, il faut comprendre que la pathologie de l'effondrement professionnel, eh ben, c'est la pathologie d'effort. Je dis tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur les personnes sont faibles, ne savent pas gérer la pression, etc. C'est faux. Au contraire, ce sont des personnalités qui sont passionnées par leur métier. Ils sont très impliqués, très engagés, persévérantes, j'insiste là-dessus, consciencieuses, créatives, sens des responsabilités loyales, forte capacité de travail. Et en fait, je vous le disais tout à l'heure, ça peut aussi s'appliquer dans la vie personnelle. Je suis passionnée par mon rôle de maman. Je suis très impliquée. Je suis consciencieuse. Donc vraiment, dans un rôle qui vous tient à cœur, si à un moment donné, vous le tenez, où il y a une situation où ça se passe très bien, et à la fin, c'est un stop, je veux plus, c'est fini, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors là, tu dis quelque chose d'intéressant et c'est ce qui m'avait un peu frappé quand on en a discuté la première fois. Et c'est ce que j'ai mis sur le post. En fait, le burn-out, c'est la maladie des forts. Et oui, c'est la Ça, pathologie des forts. non. Mais oui, c'est des personnes, j'en reviens au profil, à la personnalité et à la valeur qu'elle apporte à l'effort au travail. Ce pas des personnes qui, au bout de une semaine de travail un peu difficile, je laisse tomber, j'en peux plus. Je n'ai rien contre les personnes qui font du 9h, 17h, mais ce n'est pas elles qui font des burn-out. Celles qui font des effondrements, c'est des personnes qui sont très impliquées et qui encaissent. Voilà, c'est ça. Qui encaissent. Qui encaissent, qui encaissent, qui encaissent. Et qui ne laissent pas tomber. Après, il y a tout un schéma derrière. Quelles sont les caractéristiques clés? Si il y a ces éléments, alerte rouge. Alerte rouge. Le premier, c'est la perte de plaisir. Dès lors que je ressens de la perte de plaisir dans ce que je fais, c'est un symptôme. Dès que je ressens de la fatigue intense, encore une fois, on n'est pas sur l'épuisement, comme je disais, un week-end cocooning, un massage, etc. Et je reprends. La fatigue est intense. Elle est, je dis même le verbe, éreintée. On est courbé, tellement on est fatigué. On est fatigué quand on part en week-end, on est fatigué quand on revient de week-end, on est fatigué quand on part en vacances, quand on revient de vacances. On ne comprend pas cette fatigue, mais c'est normal, mais la fatigue est intense. Ensuite, il y a la conduite addictive, comme je vous l'ai expliqué, on est dans la phase 3.3, vous pouvez reprendre derrière donc, la courbe que je vous ai expliquée. Donc, la conduite addictive, c'est un signal aigu parce que la conduite addictive va essayer va retarder la bombe. Et ensuite, le signal, c'est le changement de comportement. Ayez vraiment en tête que la personne qui est au bord de l'effondrement a changé. On est passé d'une personne qui a une personnalité forte, mais qui était passionnée par ce qu'elle faisait, qui aimait ce qu'elle faisait, qui avait de l'énergie, qui était motivée. Je dis souvent, parce que moi j'ai mon expérience de RH, attendez, mais quand on a embauché la personne, il y a une période d'essai en plus, quand on a embauché la personne, c'est une personne qui correspondait au niveau compétences techniques et au niveau de l'intégration. Pendant la période d'essai, on a validé que la personne correspondait. Donc, comment c'est possible qu'une personne qui correspondait à 100% à la fin et qui fait beaucoup d'erreurs, qui a complètement changé, etc. Il faut se poser la question. Il s'est passé quelque chose. Et encore une fois, on peut l'appliquer dans sa vie personnelle parce que ça peut être la perte de plaisir dans mon rôle de maman. Ça peut être la perte de plaisir que j'ai dans ma vie de couple. La perte de plaisir que j'ai avec cette meilleure amie, etc. Ça s'implique. Ensuite, comment se reconstruire les points clés? Alors, juste, j'ai une question, Aude. Dans les 4 points que tu as donnés là, est-ce que ça veut dire qu'il faut que les 4 soient là pour amener à l'effondrement ou... Oui. En fait, c'est qu'au moment où les 4 ont été, sont présents, là, c'est l'alerte rouge. Personne au monde ne peut dire « Ah, la personne va s'effondrer dans 6 mois. » Mais ce que je dis, c'est que quand il y a les 4 qui sont rassemblés, l'effondrement est assuré. Après, dans combien de temps, je ne peux pas savoir. La personne non plus ne peut pas le savoir, mais là, il faut agir. Parce qu'on est sur cette courbe qui fait que si ce n'est pas géré, etc. Donc, les points clés. Donc, le repos, c'est ce que je vous disais. Le temps, c'est très important de comprendre qu'on ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Et souvent, c'est ce que je vous disais, quand la personne s'est effondrée, la première quasiment émotion, c'est la culpabilité. Et comme il y a la culpabilité de beaucoup de choses, la culpabilité d'avoir craqué, la culpabilité
culpabilité d'avoir laissé tomber peut-être son équipe, etc. Et il y a aussi la culpabilité de je ne bosse pas, je suis à la maison, je suis tellement épuisée que je ne peux rien faire. Je n'arrive pas à cuisiner, je n'arrive pas à faire le ménage. Heu, donc cette sensation-là, c'est très important parce que souvent la personne va se dire: «Ah c'est bon, je me suis reposée, 1 mois, je vais retourner travailler». Je vous garantis que la personne, si elle a pas fait le travail nécessaire, elle rechute. Elle rechute. La reconstruction, il y a besoin de temps. Changer son rapport au travail. Oui, parce qu'on change le rapport de la phase 1. Qu'est-ce que je vous ai dit? La valeur travail, la valeur portée au travail et à l'effort. Maintenant, la construction, c'est de se dire: «Comment j'ai construit ma valeur, travail et effort?» Donc là, pour changer, il faut changer ça. Déculpabiliser, c'est ce que je vous disais, le fait donc ça veut dire quoi? C'est le fait d'assumer, mais à l'intérieur, et ça demande d'être accompagné, c'est important. Prendre soin de soi, évidemment, le burn-out, c'est au moment où il y a la rupture physique, mentale, il faut se réoccuper de soi, ce qu'on n'a pas fait pendant des mois, voire des années. Et j'ai mis accompagnement indispensable. J'insiste vraiment là-dessus. Pour moi, on ne peut pas se remettre vraiment d'un burn-out si on n'est pas accompagné, soit par un professionnel de santé, soit par un professionnel de coaching qui connaît le sujet. Ça, c'est vraiment important. Qui connaît le sujet de l'épuisement, enfin l'effondrement, et aussi, idéalement, du rôle, que ce soit dans une entreprise, enfin, je veux dire, le contexte d'une entreprise ou le contexte, par exemple, je ne sais pas, d'être indépendant. Aude, j'ai une question. Oui. Ça, c'est pour soi. Si on a quelqu'un avec qui on travaille ou avec qui on vit, Mmh. présente ces symptômes et qui ne veut pas, qui n'en est pas conscient, enfin, qui ne sait pas tout ça, Mmh. comment on peut faire? Parce que ça arrive d'avoir des gens, autour de soi, on dit, oh là là, lui, c'est ou elle, je sens qu'il commence à être énervé ou irritable. Je vois bien qu'il y a des conduites addictives. Enfin, il y a tous les points que tu as cités tout Ouais, à je sais. l'heure. Comment? Bah, la question est très intéressante parce que, déjà, la question est intéressante parce que le 1er cercle qui voit la différence, qui voit la dégradation, c'est le cercle des proches. C'est le cercle Familial, des proches. familial. Hein. Familial ou même les amis. C'est moi, enfin, Familial. évidemment, moi, il y avait mais j'ai ma meilleure amie qui avait capté, ma sœur jumelle, enfin bref. Des personnes qui me côtoient, qui vous côtoient Et tu vois, régulièrement. je t'avais raconté, moi, j'ai travaillé Oui, avec quelqu'un où oui, j'ai vu, je ne savais pas ce qui se passait, mais j'ai vu oui, un vrai changement de comportement, quelqu'un qui est devenu, qu'est-ce que je t'ai dit, très contrôle fric, c'est-à-dire oui, ne voulant plus déléguer, parlant beaucoup plus vite, méfiance. méfiante. Bon, et en l'occurrence, je suis partie à l'étranger, donc et elle a fait un burn-out très grave puisqu'elle est Oui, elle est maintenant en situation de handicap. ouais, Une DG de société, elle ne travaillera plus, elle s'est vraiment brûlée, ouais. brûlé les nerfs, donc elle ne voyait plus. Et, et moi, j'étais totalement démunie. Mmh. Comment on fait pour Bah, amener ces gens-là à dire, attends, là, il y a un truc, quoi. Il oui. y a quelque chose qui ne va pas chez toi, il faudrait que tu stoppes ou que tu diminues, ou comment on peut faire, parce que sachant que la personne, moi, j'avais l'impression que je ne pouvais pas lui dire. Elle ne pouvait Alors, pas recevoir ça. mmh. Alors, en fait, la réponse est assez simple. C'est qu'il faut que la personne sache ce que c'est. Il faut Oui. que la personne réalise ce que c'est, ce qu'elle risque. Donc, il faut, et je dis souvent que c'est pour ça aussi dans le travail de prévention, c'est de sensibiliser les gens. Et je dis souvent que informer et être informé est une des meilleures stratégies efficaces pour éviter l'épuisement. Donc, si la personne ne sait pas ce qu'elle risque, elle n'arrêtera pas. Comme c'est des profils de gens forts, c'est quand même très compliqué Mais quand bien on sûr, est fort c'est de pour se ça dire, que bah, non, ok, je oui, suis ça crevé, ne m'arrivera pas. ça Ça va m'arrivera pas. En pas. fait, moi personnellement, ce que j'ai eu comme expérience avec les salariés que j'ai pu accompagner, c'est qu'on leur fait valoir les risques et on leur montre exactement ce qui peut leur arriver, mais qu'il y a un élément de déni tellement important parce que ça veut dire aussi accepter d'être en arrêt maladie et accepter que éventuellement on s'oriente vers un burn-out. Quelque part, la personne, elle sait intuitivement qu'il va falloir arrêter le boulot. Et ce deuil-là, ils ne sont pas forcément prêts à le faire. En fait, c'est plus complexe que ça parce que j'en reviens, je regarde un peu le côté un peu macro.
est-ce qu'aujourd'hui, s'arrêter, c'est bien perçu? Est-ce que c'est bien vécu? Le fait d'être arrêté, c'est-à-dire que je perds, donc déjà, je suis plus présent dans le travail. Or, on a un rapport avec le travail, surtout en France, il y a carrément une vraie identité. Exemple, on ne se connaît pas, je vous rencontre dans une soirée, la deuxième question à 100 000 €, c'est: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Et en général, on dit: «Je suis médecin, je suis». Qu'est-ce qu'on utilise? Le verbe être, c'est pas le verbe avoir. Donc il y a cette espèce de fusion qui Ouais. est que, mais c'est-à-dire que si je m'arrête, je suis plus dans le travail. Donc si je suis plus dans le travail, c'est-à-dire que je n'existe pas. Je N'existe n'existe Ça n'a plus rien, c'est ça. Voilà. Donc le schéma qui est extrêmement important pour que la personne accepte d'être en arrêt, c'est qu'elle soit rassurée. Rassurée de: «Ne t'inquiète pas, tu vas pas perdre ton boulot». Enfin, en tout cas, c'est pas il est pas question de te licencier. «T'inquiète pas, on voit que tu as besoin de te reposer, repose-toi. T'inquiète pas», enfin, vous savez, par exemple, dans la vie privée, la personne qui va se dire: «Ah, je fais pas de ménage, c'est le bordel» et cetera. Mais c'est pas grave. Repose-toi. Le plus important, c'est ça. C'est pour que la personne entende. Donc ça, j'insiste vraiment là-dessus. Les personnes ne peuvent réaliser que si elles perçoivent que le risque. Et il y a encore 2 jours, j'ai fait un cours à des étudiants qui ont entre 20 et 23 ans. Quand je leur ai expliqué ça, je vous assure, je vous sors tous les messages de LinkedIn où ils m'ont écrit: «Aude, je me rends compte». Prise de conscience, je me suis rendu compte. Donc, si la personne entend, comprend, réalise, là, elle va se dire: «OK, là, il y a quelque chose qui ne va pas». Et en plus, derrière, il faut dire: «Il faut que je change quelque chose». Mais c'est un vrai travail, hein. Mais c'est au-delà d'être un travail de soi, mais c'est un travail à faire par rapport à la société. Est-ce que je peux m'arrêter en tant que mère? Je ne peux pas laisser mon enfant. Mais J'ai, c'est ce qui, moi, ça me percute ce que tu dis parce que moi, je pense que j'en ai vécu un. Je pense que je l'ai pas. En fait, je comprends pas parce que j'ai eu tous les symptômes. Ça m'a conduit carrément à prendre la décision de divorcer. Alors, c'était pas juste ça, hein, mais ça a été très, très violent. Et en Oui. fait, moi, quand je suis allée voir mon employeur en lui disant faut que je m'arrête, elle m'a dit pas plus d'une semaine. Donc, j'ai eu une semaine d'arrêt. Et en Impossible. fait, je sais pas comment j'ai pu le gérer parce que de ce que tu décris et de ce que je sais de la chose, et pourtant je connaissais le problème. En fait, j'ai dû, je pense, me reposer sur 2-3 ans, mais comme j'ai pu, parce que la fatigue physique, tout ce que tu décris, je l'ai vécu et je le connaissais, puisque Oui. c'était, en plus, moi, j'ai bossé avec le médecin du travail, Bernard Morat, qui a porté ce Ah, texte-là. Bernard, oui, je connais. Oui. C'est un de mes potes, en fait, et j'ai bossé avec lui pendant un an ou deux. C'est Donc, vrai. je connais bien le sujet. Et en même temps, je crois que je l'ai vécu. Et il y avait, si tu veux, au-delà du fait que je connaissais tous les symptômes, tout le déni, machin, eh ben, il reste que abandonner, c'est pour ça que je te parle de deuil, abandonner toutes les croyances que tu peux avoir sur le travail, ça fait en sorte que tu recules l'échéance le plus possible, en fait. Ouais, et même au-delà de l'abandonner, c'est vraiment se libérer de cette croyance-là. Parce que c'est tellement ancré, et je l'expliquais tout à l'heure, c'est ancré, c'est limite, ce n'est même pas notre faute. Parce C'est ça. qu'on a été Ça. pétri, j'en reviens à Ouais. ce que je t'ai dit par rapport au travail, depuis qu'on est en maternelle, 3 ans, j'ai des bons points, je capte que, si je travaille, je vais voir si, mais voilà, si je suis meilleure que lui, bah voilà ce que ça apporte, je vais avoir un gâteau, je vais avoir un machin. Mais on Ouais, est c'est ça. Et c'est abandonner tout ça aussi. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour les gens. Enfin, Ouais. moi, à qui je fais miroiter, attention, il y a un risque de burn-out. Il y a un élément très, très fort qui s'interpose et qui dit, oui, mais je peux pas m'arrêter parce que Ouais. ça voudrait dire que la croyance que j'ai depuis toujours, elle n'est pas vraie. Et Ah oui, ça, c'est hyper compliqué. alors, il y a ça, il y a ça. Pardon, excuse-moi, Non, il y a Céline qui lève la main depuis tout à l'heure. Quelque chose. Non, mais c'est intéressant, je ne veux pas couper la conversation, hein. C'est parce que Non, c'est non, vas-y. c'est une question que j'ai posée plus haut parce que moi, je travaille en tant que coach sur la gestion de ton énergie. Alors, ça m'intéresse énormément, tout ça, évidemment. Et en plus, ça me renvoie là un miroir, mais laisse tomber, Aude. Je coche toutes les cases, donc ça va mourir de rire, mais je sais que je suis pas encore burn-out, mais voilà, je vois bien qu'elle est. Donc, la question que je me pose par rapport à tout ça, par rapport aux gens que j'accompagne, par rapport aux ateliers que je fais, par rapport à ma vie à moi, est-ce qu'on peut quand même gérer notre énergie, tu vois, comment te dirais-je, c'est-à-dire au fur et à mesure. Donc, quand on a des gros coups de mou, des phases difficiles, est-ce qu'on peut récupérer
tout en restant maman, tout en gardant son boulot, tout en gardant, tu vois, mais gérer un peu différemment petit à petit pour quand même retrouver un peu Alors, le bon je- niveau. Alors, oui et non, parce qu'il y a une stratégie que j'applique, enfin, que j'impose aux personnes que j'accompagne, c'est l'égoïsme salutaire. Tout à fait d'accord. L'égoïsme salutaire. C'est clair et net. Hein. Je ne peux pas être dispo pour les autres, et je suis désolée, je sais que c'est dur, mais même quand on est maman, Eh oui, c'est ça. on croit que, et en fait, c'est ça dans la croyance, on croit que si je vais pas amener Mathieu à son école, enfin, au poney, ou je sais pas où, etc., oh là là, il va pas être heureux, ou alors il n'aura pas vu ses copains, ou ça veut dire qu'il n'aura pas eu. Non, vraiment, je suis catégorique là-dessus. Il faut arrêter et encore une fois, là, on est dans le magma. On est dans cet environnement sociétal qui est oh, attends, en tant que maman, il faut que tu assures, en tant que maman, il faut que tu puisses emmener tout le temps tes enfants, le médecin, et d'ailleurs, on va en parler de ça. Donc, à un moment donné, et on va en parler, c'est le lâcher prise. Mais le lâcher prise, c'est loin, mais alors très, très loin d'être facile. On nous dit, hein, oui, mais laisse tomber, ou fais attention. Mais moi, quand je vous dis ça, non, c'est pas, non. Quand je vous dis ça, ouais, oh, t'es bien gentil, même dans votre tête, hein, non, mais attends, t'es gentil, oh, c'est facile et tout. Non, je le dis, ce n'est pas facile, mais c'est la seule chose à faire. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, c'est ça. Donc, justement, abordons ce sujet-là. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Bah, nous. C'est ça, c'est notre vie. Ouais, c'est exactement ça. C'est notre vie. Est-ce que vous voyez l'image de la femme qui est dans son lit, qui a les yeux réveillés, le mari ou ce que vous voulez à côté, et nous, et je trouve cette illustration extraordinaire parce qu'elle est ultra moderne, c'est-à-dire qu'avec le portable, regardez le mouvement que c'est, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, goûter pour Zoé, voiture contrôle technique, week-end, pour nous c'est limite normal en fait, mais on est dans la surcharge mentale, et la charge mentale des femmes, elle est niveau puissance 1 milliard par rapport à un homme. Et ça s'explique aussi même au niveau neurosciences. Mais nous, c'est comme ça. Et en fait, il y a 2 mots. Est-ce que vous pourriez me dire quels sont les mots que vous pouvez ressortir de ça quand vous voyez cette image-là? Quels mots, vous pensez? Même sur le chat, dites-moi. L'égoïsme, j'appelle ça le TMG, tout pour ma gueule. J'adore. Poubelle monte. En fait, franchement, le TPMG, je l'utilise tout le temps et ça parle très, très bien aux gens, en fait. C'est le syndrome de l'hôtesse de l'air. Ouais. Par qui on commence pour les masques? Est-ce que c'est le petit môme de 2 ans? Ouais, exact. Mais c'est tellement ça. Ça leur parle grave et après, ils s'en rappellent et ça les fait rire. Ouais. Et en fait, là, finalement, pour résumer, parce que j'ai besoin de simplifier pour vous, pour tout le monde, mais pour résumer la charge mentale des femmes, il y a 2 mots. C'est ça. L'anticipation et la rumination. Ça, c'est les 2 points clés de la surcharge mentale des femmes. On est toujours en train de penser à après. On est toujours dans, oui, il y a des choses à faire. Je vous donne un exemple tout bête. Hier, j'ai dû faire des courses et je pensais à ce que Alexandre voudrait éventuellement et je lui ai acheté. Chose que quand il va faire ses courses, il ne pense pas à faire ça. Donc, il y a ce côté où on est capable de pouvoir se projeter en disant ah, il y a ça à faire. Donc, et quand on est même dans le travail, on n'a pas, la vie privée, elle n'est pas mise dans un coin de la tête, dans un coffre. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Donc, c'est pour ça que la charge mentale des femmes accentue le risque d'effondrement. Vous voyez? Ça, c'est clair. Bah, oui. Alors maintenant, réfléchissons sur comment est-ce qu'on peut faire. On les met à la cantine, déjà, ça soulage. Ouais. Non. Là, on va aborder le nous. C'est ça qui est intéressant. Donc, si je vous dis, pour vous, qu'est-ce qui est à l'origine de nos comportements? Qu'est-ce qui est lié à notre comportement pour vous? L'éducation, les modèles. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'on se comporte d'une façon ou d'une façon? Les croyances. Ouais. Le fait de vouloir tout prouver. Oui, il y a ça.
Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour vous? Je me comporte ainsi. En fait, bon, soyons un peu plus dans l'image. Pourquoi est-ce que je vais sourire? Pourquoi est-ce que je vais avoir de l'énergie positive? Pourquoi est-ce que je vais être triste? Pourquoi est-ce que je vais être en, angoissée, anxiété? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les Les émotions. Voilà, merci pour le mot. Les émotions. Donc, à 99% dans des cas, quand je pose cette question, et c'est la réponse normale, entre guillemets, en soi, c'est les émotions. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que quand je vous dis que quand on a un type de comportement, on va avoir un résultat et on va avoir une trajectoire de vie. C'est-à-dire que si j'ai tout le temps le même comportement, j'aurai tout le temps les mêmes résultats et j'aurai toujours la même trajectoire de vie. La seule façon de changer, au final, le résultat, donc en l'occurrence, là, on est sur l'épuisement professionnel, c'est-à-dire que si je ne veux pas revivre ou vivre un burn-out, il faut que je change mon comportement. Pour changer son comportement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer son comportement pour vous? Sur quoi on peut travailler? Qu'est-ce qu'on peut nos valeurs? Travailler sur soi. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut travailler sur soi? En allant voir soit un psy, soit un coach, se Ouais. faire aider par quelqu'un d'autre. Oui. Et est-ce qu'il y a des outils auxquels vous pouvez penser éventuellement qui peuvent agir sur notre comportement? Le Il faut sport. changer sa manière de voir. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Quels sont les outils? Allez, quelles sont les activités que vous pouvez utiliser? Le sport, Voilà. Quoi d'autre? Pensée Ouais, positive. Faire la Ouais. fête. Sport et manger équilibré. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. la l'idée. méditation et la pleine Voilà, conscience. exactement. Donc, Le fait d'observer les pensées et de comprendre comment fonctionne le mental. c'est ça. Et ben, Faire de regardez. l'hypnose. Donc, regardez autour de ce comportement. Moi, je vous ai mis tout ce que j'ai utilisé, mais que beaucoup de victimes utilisent ou utiliseront. Je vous ai noté la sophrologie. Donc, j'ai fait de la sophrologie. J'ai eu tellement de... Pardon? Aude, ça, c'était avant ou après? Non, ça, c'est pendant la reconstruction. Pendant la reconstruction, comment je fais pour changer? La reconstruction. On est dans Oui. la reconstruction. Dans la reconstruction, comment je fais pour ne plus faire de burn-out et ne plus jamais rechuter? Ça, c'est la réponse qu'on a. Alors, ma question, c'est est-ce que quand je suis sur la pente descendante, si je sens que je commence à cocher les 4 cases là, dont tu nous as décrites, là, stop, je vais me mettre à faire de la sophro, à faire un peu de méditation, un peu plus de sport, je vais faire attention à mon alimentation. Ça peut m'aider pour ne pas faire l'effondrement. Tu es d'accord? Oui, le but du jeu, c'est d'agir avant de craquer. Sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ce qu'on va aborder là. Donc, voilà. Donc, ce que je vous dis, c'est, voilà. Ah, non! Donc, voilà le type. Donc, moi, par exemple, quand je me rappelle que j'utilisais YouTube, il y a vous savez, il y a plein de vidéos avec les messages subliminaux, c'est-à-dire que le son est en deçà de ce que l'oreille peut entendre de manière consciente. Donc, il touche le subconscient. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait une thérapie, yoga, bon, bref. J'ai utilisé beaucoup d'outils pour tenter de changer, comme beaucoup d'entre nous. Sauf que la question à droite, c'est est-ce que changer dépend de notre motivation? Pourquoi est-ce qu'il y a 30 à 40% de rechute? Alors, du coup, la question que je vous pose, est-ce que pour vous, changer dépend de notre motivation? Bah, pas toujours, non. Non, pas forcément. Alors, là-dessus, moi, Bernard, il m'avait appris un truc. Il m'avait toujours dit que la vie, c'était un peu comme un tabouret avec 4 pattes. Ouais. On a le social, le perso, le pro et la famille. Ouais. Et en gros, quand il y a un pied qui manque, ça va à peu près. Quand il y a 2 pieds qui manquent, ça commence à être compliqué. Quand il y a 3 pieds qui manquent, voilà, vous avez l'idée. Et je me dis, ça tient quand même à pas mal de choses, en fait. Donc, la volonté, c'est pas le seul paramètre. Et non, la volonté, c'est même quasiment pas. Parce que c'est ce que je disais à Frédéric pour l'exemple. Tu disais, mais si changer était proportionnel à la motivation, je pèserais 2 kilos. Ouais, c'est pas un problème. Hein. J'ai vraiment dit on fait toutes des déesses, en fait. C'est ça que tu dis. Bah, moi, donc, est-ce que c'est... Non. Pourquoi 30 à 40% de rechute? Parce que tout ce que je vous dis là, la sophro, les machins, mais pourtant, il y a des gens qui n'arrivent pas à couper, qui n'arrivent pas à changer
ou qui, quand ils reviennent, rechutent, ont le même comportement parce que c'est quelque chose qui est ancré. Donc, c'est que Excuse-moi, ce n'est- Aude, je te coupe juste 2 secondes. Il est 9h moins 5. je me demande si on va pas faire une deuxième partie parce que là, Ah, bah, si vous êtes OK, hein, parce que c'est passionnant, non? Si vous êtes OK, on peut faire une deuxième partie. Hein. Ok, à fond. Bon. À fond. Je suis d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Donc, vas-y tranquille et tu Non, t'arrêtes. On s'arrête à non, 9h. non. Hein. Non, en fait, ce que je vais faire, c'est que, bah, de toute façon, ça veut dire qu'on va finir à 9h. En fait, la deuxième partie, c'est vraiment quel est le lâcher prise, et en l'occurrence, la neuroscience. Donc, c'est très bien, c'est parfait. C'est parce que ça, c'est quand même juste fondamental, tout ce qui va toucher aux neurosciences. C'est ça. Donc, il ne faudrait pas accélérer. On peut Non. se refaire 1 heure, voilà, d'ici. On peut reposer une date si ça vous va, Ouais. pour qu'on explique bien tout le fonctionnement du cerveau, les hormones, etc., Ouais. le préfrontal, le limbique, tout ça, comment ça fonctionne pour qu'on soit Alors, jamais en burn-out ou en tout cas qu'on puisse… Oui. Et- Ouais, c'est vraiment important parce que c'est la Et seule j'avais façon une question. Est-ce que si le burn-out est reconnu comme maladie professionnelle par la sécurité sociale, permettrait aux entreprises de faire plus attention à leurs collaborateurs? Alors, si je prends ma casquette de RH, ça voudrait dire qu'il y a un impact sur le taux sur l'accident de travail, donc ça coûterait un petit peu plus cher. Honnêtement, alors déjà que ce soit clair, les filles, il n'y aura jamais de reconnaissance en maladie professionnelle en France. Pourquoi? Jamais. Pourquoi Parce ça? qu'il n'y aura jamais de consensus entre le patronat, les syndicats et, et les professionnels de santé. Moi, je suis optimiste, Aude. Ouais, mais non. Je pense que ça Non, viendra. moi, je suis réaliste et justement, je ne veux pas que les gens aient l'espoir qu'eux, et je vais même être encore plus précise, Margot. Ouais. Je vais être encore plus précise, Margot, parce qu'il y en a beaucoup, hein, les journalistes, oui, déjà, oui, si c'est fait et tout, mais moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, que ce soit reconnu en maladie professionnelle. Donc, ça veut dire que la personne a craqué. Oui, mais justement, ça permettrait aux entreprises de mettre plus de moyens pour Ouais. faire attention à leurs collaborateurs. En fait, la Est-ce que du prévention bien-être- en France, elle est basée toujours a posteriori. Contrairement à l'Amérique du Nord, Alors. où ils comprennent l'intérêt, Oui, en France, on a besoin de payer plus cher à un moment donné pour se rendre compte qu'il faudrait faire des efforts. Alors là, par contre, tu vois, c'est là où Fanny, par contre, je vais dire que je suis plus optimiste que ça. Moi, j'aimerais qu'il y ait une prise de conscience. On n'ait pas besoin, parce qu'en 2008-2009, on a eu, je suis désolée les filles, une vague de suicides. Mhm. France Télécom, Orange, la La Poste. Poste. Ça a changé? Ça a changé? Non. Ah, Mal. si, ils ont quand même changé leur pratique RH chez Oui, la oui, Poste non, oui, et Orange. oui. Bien sûr, eux, mais regarde, quel est le chiffre qu'a donné Frédéric tout à l'heure? 6 millions. 6 millions. 6 Après, millions Aude, on est dans une période où avec les… une énorme accélération depuis le Covid, hein, c'est clair. Hein. Oui. Voilà, Les on est dans vagues. une période où les gens, en fait, ils démissionnent massivement parce que Oui. ça leur convient plus. Et donc, Oui, les exactement. entreprises, elles se posent des questions sur comment on retient les gens. Et donc, C'est ça pour veut ça dire que je suis aussi remise en question des manières de faire. C'est pour ça que je suis optimiste. Parce que pour moi, aujourd'hui, ils appellent ça le quiet quitting, là. Et c'est pour ça, regardez la courbe. La courbe, au moment où on commence à basculer, c'est quand il y a la désillusion, la perte de sens. Quand il y a la perte de sens, ça y est, on bascule. Et si ce n'est pas accompagné. Hein. Donc oui, si l'entreprise veut supprimer, et je dis bien supprimer les risques de burn-out dans son entreprise, il faut éviter qu'il y ait la perte de sens, la perte et la désillusion. Je me suis impliquée dans un emploi ou en tout cas dans un rôle que j'aime, etc. J'ai l'énergie, blablabla. J'ai du stress chronique. Bon, on ne peut pas l'empêcher, mais par contre, on peut le corriger. On peut apporter tout de suite des solutions. Et là, on va éviter de redescendre. Donc, la personne persévère, jusqu'à ce qu'elle se rende compte de, ah ouais, bah ouais, ça fait des années que je demande de l'aide, machin, donc ça ne sert à rien. Et là, je suis dans la cour. Donc, je suis d'accord avec toi, Fanny. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que si les personnes veulent rester dans une entreprise, il faut qu'elles aient du sens. S'il n'y a pas de sens, c'est mort. C'est À un ça. moment donné. Mais j'ai une question, excuse-moi. La perte de sens, elle est liée à l'entreprise, mais aussi liée à l'individu. L'individu évolue, c'est-à-dire ce qui a du sens pour nous à 20 ans n'est plus à 30 ni à 40. Donc, comment tu fais ça aussi? Mais bien sûr. C'est pour Regarde. partie de l'entreprise.
Et bien sûr, regarde quand on était plus jeune, on avait on avait une perception de ouais, quand je serai plus grande, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, et plus on grandit, et puis parfois on se dit ah bah ouais, mais c'est pas vraiment ça, quoi. Donc oui, effectivement, on évolue avec avec nos choix, nos envies, en fonction de notre parcours, mais au final, là, on est en train de parler de je reste dans le travail. Là, on oublie, moi, je reste dans mon travail. Et si je veux rester dans le travail, il faut que le travail ait du sens. En tout cas, le travail que j'ai choisi, dans lequel je suis. Et Oui, je suis tout à tout à fait. fait d'accord avec toi. Il y a aussi la perception, la personnalité. La personnalité, bien sûr. Mais c'est tout à fait juste. Tout Et à du fait coup, juste. ça voudrait dire qu'il faudrait surtout former les managers pour qu'ils détectent mieux les potentiels burn-out pour alerter les RH et mettre tout le package qui va avec. En fait, j'ai envie de te dire que les managers sont quasiment parfois les premiers à vivre les épuisements et les effondrements. Donc oui, mais tu vois, même Oui, ça, ou alors t'en as, moi j'en ai vécu, il y en a qui le cachent, qui veulent pas qu'on sache que leur collaborateur est en train de faire un burn-out. Bah, parce qu'il y a aussi ah oui, oui, la oui, mais harcèlement aussi quand même qui vient voilà. là. Mais Bah oui, bon, non, mais c'est pour ça. oui, mais Oui. Margot, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il le cache, mais il le cache pourquoi? Parce que ça veut dire que ça met en avant le Ah, fait une faille. d'avoir laissé des facteurs. Et Oui, exactement. il y a 6 grands facteurs de risques psychosociaux qui ont été validés par un collège d'expertise, d'experts. Il y en a 6. Les 6 grands facteurs, c'est les rapports sociaux qui sont dégradés, que ce soit avec mes collègues ou à ma hiérarchie. Le deuxième, c'est le manque d'autonomie ou l'excès d'autonomie. Ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est l'insécurité de ma situation au travail. Si j'ai un emploi précaire, si j'ai peur de perdre mon travail, si le taux de chômage est à 10%, donc je fais comment pour trouver un emploi derrière, donc je reste. Donc il y a celui-là, il y a il y a les exigences émotionnelles, c'est-à-dire que je transforme mes émotions, c'est-à-dire que même si c'est l'horreur au travail, je dois être obligé de sourire, je dois être obligé de montrer de l'énergie, etc., de l'envie. Il y a quoi? Insécurité, donc autonomie. Bon, j'ai un peu de mémoire pour ça. 5. Exigence Bon. chez votre sécurité. Non, c'est insécurité de travail, l'autonomie. C'était pas le contrôle, tu sais, le contrôle à tout va, les surcontrôles. Contrôle fric. Là, on est sur le manque ou l'excès d'autonomie. Non, mais c'est dingue. D'accord. C'est pas possible. C'est quoi ici déjà? Bon, bref. Le manque de reconnaissance aussi. Ah, voilà, manque de reconnaissance. Ouais. Bon, en tous les cas, ça veut dire que ça met en avant qu'il y a ces facteurs de risque psychosociaux qui sont présents dans mon équipe. Je suis manager, s'il y a quelqu'un qui vient en burn-out, c'est parce qu'il y a ça. Il y a eu ce type de facteur. Donc, c'est pas facile pour un manager de se dire, en fait, je suis responsable de ça. Je suis responsable. Donc, la question, c'est terrible parce que là où tu as raison, c'est que, et je ne sais plus, quelqu'un a mis le droit à l'erreur quand j'ai posé la question. Oui. Quelqu'un a mis le droit à l'erreur. Et ça, c'est la capacité que pourra avoir le manager de dire, ouais, là, j'ai un de mes salariés qui ne va pas parce que, etc. Bah oui, parce que moi, en tant que manager, je ne peux pas être partout. Je l'ai dit, c'est un métier qui est hyper valorisant, mais on doit être partout. Ce n'est pas possible. On est des êtres humains. Donc, le droit à l'erreur fait partie de la reconnaissance que j'aurais de dire, OK, cette personne-là, elle est en difficulté. Ce n'est pas de ma faute. Je suis manager, mais ce n'est pas de ma faute. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et c'est ce qui fonde la résilience, d'ailleurs, le droit à l'erreur. C'est là-dessus qu'on peut se baser pour être résilient. Parce que s'il n'y a pas ça, c'est même pas la peine. Oui, je pense que, pour moi, la résilience, elle est liée vraiment à l'introspection, à la remise en question. Tu vois? J'ai vécu un choc parce que, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le parce que au final? Donc oui, je pense que tu as raison dans ce sens-là. Tout à fait, tout à fait. On va bientôt s'arrêter. Oui, alors juste, du coup, c'est l'introduction pour la prochaine. Donc quand Le teaser. ouais, tu m'étonnes. Donc quand je vous dis, voilà, pourquoi 30 à 40% de rechute? Est-ce que changer dépend de notre motivation? Non, parce que il y a quelqu'un qui décide pour toi, avant toi, et il est plus fort que toi, et c'est lui. Cerveau. Et voilà, je vous dirai tout la prochaine fois. C'est mieux qu'une série Netflix, non? Oh, grave. On va être addict, Aude. En tout cas, super. On va s'arrêter là parce qu'on va terminer l'enregistrement.
Merci beaucoup, Aude. Donc, le mieux, c'est qu'on se fixe un deuxième rendez-vous, sans Ouais. doute, je pense maintenant début janvier, vu les agendas de tout le monde. Complètement. Si vous avez